Vous allez écouter Bon Plan. Avant ça, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. Comme vous, je réfléchis souvent aux moyens de réduire mon impact environnemental. J'aime penser à ce qu'on peut faire, à notre niveau, pour agir positivement. On peut jardiner sur son balcon. On peut aussi changer de fournisseur d'électricité. 1/3 de l'électricité produite par Vattenfall provient déjà de sources renouvelables. Et son électricité est neutre en carbone. C'est facile, et c'est un pas concret vers une vie sans énergie fossile. Bienvenue dans le 3e épisode de Bon Plan, l'émission qui vous transmet la main verte. Je suis ravi d'être là et d'évoquer avec vous un thème qui me touche beaucoup, personnellement, parce que je suis depuis quelques mois l'heureux papa d'une petite Mona. Et forcément, j'ai très envie de lui transmettre et de l'initier, de lui faire découvrir les joies de la nature et du potager. Et donc j'ai la chance de pouvoir en discuter aujourd'hui et de pouvoir poser des questions à 2 spécialistes du sujet. À ma gauche, Anne Dillman, qui dirige l'association Nature et Société et qui a coécrit le livre Jardiner au naturel avec les enfants. Bonjour Anne. Bonjour. Et à ma droite, Simon Ronceret, qui travaille pour l'association spécialiste de l'agriculture urbaine Veniverdi. Et dans ce cadre, il a contribué à des projets qui visent à installer des potagers et même des fermes urbaines dans des collèges. Bonjour Simon. Bonjour. Pour commencer, je vais vous poser une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez la main verte ? Alors, je crois pas. Non. Parce que j'ai du mal à croire en ce principe. J'ai l'impression qu'on peut tous l'avoir. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je l'aime et que je l'avais pas forcément de naissance. C'est pas un don. Je pense que c'est pas un don. C'est beaucoup surtout d'humilité et de reprendre le temps de l'apprendre, en tout cas. D'accord. Et vous, Anne ? Peut-être de se mettre dans la peau d'une plante et de se dire est-ce qu'elle serait bien ici ou pas. Et je pense qu'on a tous des plantes avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise, qui sont un peu nos préférées. En général, nos préférées poussent bien et celles qu'on aime moins ou qu'on nous offre et qu'on n'aime pas trop poussent moins bien. On a moins la main verte spontanément. Et vous, ce serait quoi les plantes que vous aimez bien ? Les plantes que j'aime bien les plantes originales. Là par exemple le Cosmos Chocolat qu'un autre auteur du livre m'a fait découvrir, qui est une plante, une fleur rouge pourpre. Déjà j'aime beaucoup la couleur, c'est un peu rare, et en plus qui a une odeur de chocolat, et je trouve ça génial d'avoir cette petite odeur de chocolat dans le jardin. Donc, D'accord. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de me raconter vos projets respectifs avec les enfants, avec les plus jeunes, et de vous raconter ce que ça change en fait de travailler avec ces publics-là ? Anne, pour commencer par exemple. Alors, en projet avec les enfants, alors on en fait des tout petits où on vient juste ponctuellement intervenir dans un projet, ce qui est un petit peu dommage parce que le jardin c'est quand même bien de le suivre, de s'y mettre, de voir du début à la fin, et des projets un peu plus importants et entre autres avec les enfants au pied d'immeubles, donc qui descendent de leur bâtiment et puis qui viennent voir un petit peu au pied de chez eux ce qu'ils peuvent faire pousser. C'est beaucoup aussi autour de la cuisine au jardin. Qu'est-ce qu'on peut manger, quels petits jouets verts on peut faire. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée de voir une plante, mais pas juste une plante avec ses feuilles, etc. C'est pas ce qui éclate le plus les enfants. Mais vraiment, ça se mange, ça se bricole. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ils aiment bien qu'il y ait une petite partie immédiate en fait de semer et de voir que ça pousse. C'est génial, c'est presque magique. Mais il y a besoin toujours qu'il y ait un petit temps où on voit du concret maintenant. À la limite, on utilise la plante et on se dit c'est ça qu'on va mettre en terre et ça va donner ça, mais qu'on ait déjà une petite idée de soit la recette, soit le jouet, soit la couleur, à quoi ça ressemble, etc. Qui est un petit peu de ponctuel. D'accord. Vous, Simon, c'est très concret aussi ce que vous faites avec les élèves. Est-ce que vous pouvez nous raconter les potagers et les fermes urbaines que vous avez contribué à créer ? Veniverdi a vraiment des actions dans différents lieux avec les enfants. Nadine Laoud, quand elle l'a créé, c'est d'abord implanté surtout dans les écoles primaires, en créant des petits jardins, surtout dans le 20e arrondissement. Et le fil conducteur de notre action, c'est vraiment de se dire que les enfants, c'est les citoyens de demain, et que si on veut changer le monde, il faut commencer par eux. Donc elle a commencé par mettre spontanément des jardins dans les écoles primaires, puis en pied d'immeuble, où là il y avait aussi les parents qui sont venus, et puis depuis il y a ce développement des fermes urbaines où on va plus loin qu'un petit potager, où on fait des animations régulières avec les instituteurs ou institutrices, où on fait vivre le potager. Là la ferme urbaine c'est carrément un endroit où on va produire toute la semaine avec les enfants de l'école primaire ou du collège. Donc ils vont venir de manière volontaire sur le temps du midi, ils vont venir le mercredi après-midi s'ils le veulent pendant les vacances. On va aussi les accueillir avec les professeurs de SVT pour leur apprendre des choses, et après on va aussi s'en servir comme média de concertation en fait avec des élèves qui pourraient aller un peu moins bien, décrochage scolaire ou problème de discipline.
Et concrètement, ça veut dire qu'il y a une personne de l'association qui est là en permanence pour produire, ou c'est les élèves qui produisent eux-mêmes beaucoup? Comment ça se passe? Alors concrètement, en fait, nos fermes urbaines faisant jusqu'à 4000 m², c'est pas les enfants qui peuvent le gérer, il y a toujours quelqu'un de l'association. Donc pour ça, aujourd'hui, on est 10 salariés qui sont divisés entre des personnes qui vont animer sur des sites extérieurs et des personnes qui animent sur site. Donc c'est des genres de chefs de culture au sens culture potagère, aussi culture qu'on transmet aux enfants, et qui du coup s'amusent à produire mais aussi à transmettre et à donner des parcelles aux enfants, à les laisser gérer, à gérer le poulailler, la serre, le clapier avec les lapins, etc. Et eux, ils réagissent comment, les enfants? Comment ils évoluent avec cette Alors, on vie-là? a toutes les réactions possibles. La plus belle, c'est ceux qui décident après le jardinage pendant 4 ans de s'engager dans des voies carrément dédiées à ça. Donc, on a notre premier élève qui décide de s'engager vers l'école du Breuil, de faire du jardinage son métier. Donc, ça, c'est une belle réussite pour nous. Et après, on a tous ceux qui en font un élément de transition de leur vie. Donc des fois on les voit pendant 6 mois à fond et on les voit plus derrière et on va pas forcément aller les rechercher parce qu'on considère que s'ils en ont eu besoin à ce moment-là, si on a semé notre graine, nous c'est le principal. Normalement, en fait, dans la vie d'un écolier, d'un collégien, le contact avec la nature, ça va être une classe verte dans l'année, peut-être, une fois de temps en temps. Il y a pas longtemps, il y avait un article dans Le Monde qui comparait la situation à ce qu'on peut voir au Danemark, où apparemment 20% des écoles maternelles sont vraiment dans la nature. Dans cet article, on apprenait que les enfants sont moins souvent malades, qu'ils sont plus sociables, qu'ils ont une meilleure concentration. Est-ce que ce que vous proposez, c'est un bon entre-deux entre la situation actuelle en France qui est quasiment pas de contact avec la nature et la situation parfaite au Danemark qui est malheureusement un peu loin et qui concerne pas grand monde de l'école en pleine nature? Est-ce que c'est un entre-deux? Est-ce que ça peut apporter les avantages dont on parle, donc être moins souvent malade, plus sociable, mieux se concentrer? Est-ce que allez-y Simon, pour commencer par exemple. J'ai l'impression qu'on pourrait aller de toute façon toujours plus loin et donc c'est ce qu'on souhaite. Après, notre idée c'est aussi de montrer qu'on peut toujours faire avec moins. Donc ne pas être fataliste, ne pas se dire que c'est pas possible quand on a des écoles parisiennes typiquement qui sont très petites en général en termes de cours. Voilà, on rêverait d'y mettre un grand potager mais il faut garder de la place pour les ballons, pour tous les élèves, pour tout ça. Donc là on va chercher à réfléchir la verticalité, même mettre de la nature en classe au final, pas forcément se dire qu'on peut sortir. Et puis après il y a toutes les fois où on va essayer quand même de sortir les enfants et donc là en fait on a quand même le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, des parcs réguliers, enfin il y a moyen de sortir les élèves si on le veut. Là, les contraintes sont plutôt de l'ordre de Vigipirate et de ces choses-là, mais on peut aujourd'hui quand même redonner de la nature, même en ville, aux élèves. Et oui, parce que j'imagine que ça doit être assez compliqué en fait d'arriver devant un directeur d'établissement qui fait face à des tas de règles et de contraintes administratives et réglementaires et lui dire on va mettre des poules ou un peu un potager, comme on fait. On arrive rarement devant eux, c'est eux qui viennent nous chercher. D'accord, on cherche à ce que ça émerge en tout cas des établissements. Notre but il n'est pas de venir s'imposer parce que sinon on sait très bien que ça prend pas et ça nous plaît pas de toute façon en termes de dynamique. Après effectivement on est souvent là pour les accompagner à lever tous ces verrous et tous ces freins qu'il y a partout dans tous les sujets, mais quand on y croit, en général, ça marche. Même question, Anne Dilmont, qu'est-ce que ça apporte aux élèves? J'ai même vu une étude qui a été publiée en 2016 et qui disait que les enfants qui jardinent deviennent plus souvent des adultes qui consomment des légumes. Toutes ces choses-là, tout cet apport-là aux enfants, vous le voyez dans vos animations, dans vos contacts avec les enfants? Je sais pas s'ils mangeront plus de légumes, mais je pense que par contre, il y aura par exemple au niveau des légumes, au moins des fruits, etc. Ils sauront déjà à quoi ça ressemble. Il y aura peut-être plus de tolérance aussi vis-à-vis des fruits abîmés, des légumes abîmés, des choses comme ça. Enfin, ils consommeront certainement différemment. Après, nous, la façon dont on le fait, c'est plus se dire une espèce d'égalité d'accès à la nature. On est conscient qu'on a besoin de préserver l'environnement, pas parce que c'est Gaïa, notre terre-mère, ou quelque chose d'un peu complexe, mais parce qu'on habite dessus et que c'est notre environnement, que c'est l'air qu'on respire, c'est notre maison à grande échelle. Donc pour le coup, ça c'est important que les enfants ils se rendent compte de leur environnement, que ça soit leur environnement humain, ce qui les entoure, qui c'est qu'il y a autour d'eux, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se disent un petit peu, et puis aussi au niveau des plantes, qu'ils connaissent un peu les noms, enfin qu'ils aient des repères. Et en fait les programmes scolaires ils sont tellement remplis, en ce moment on rajoute tellement de choses sur, même des choses très bien, sur la citoyenneté, mais sur l'initiation à l'informatique, à l'anglais, à l'hygiène dentaire, à tout un tas de choses. Mais, et pour le coup, tout ce qui est un petit peu découverte de ce qui nous entoure, c'est en train de passer à la trappe, alors que y a des enfants par exemple même qui arrivent en France qui ont besoin de découvrir un peu leur nouveau cadre de vie, leur nouveau décor, et puis d'autres enfants où tout simplement ils ont besoin de ça pour se construire, prendre un peu de risques, toucher un peu de choses, etc. C'est quand même très différent du livre, de l'écran, de choses, c'est vraiment
c'est du vécu et ils en ont besoin. Donc c'est aussi de se dire que tous aient accès à ça. Et comment vous le voyez qu'ils en ont besoin et ce que ça leur apporte, le fait de toucher de ce vécu dont vous parlez? Est-ce qu'ils sont différents entre le début d'une séance et la fin? Est-ce qu'ils changent? Quand on met des règles dans la vie, souvent on voit pas trop à quoi ça sert, enfin quel intérêt de les respecter, pourquoi, comment. Là, quand on explique pourquoi ou comment il faut faire ça, et on voit que ça pousse ou que ça pousse pas tout simplement. Si on le voit aussi parce que c'est quelque chose de très dépaysant pour eux d'aller dehors, et puis le côté émerveillement, on le voit quand il y a un enfant qui revient complètement hystérique parce qu'il a trouvé quelque chose, une petite bête, ou que enfin sa tomate, ça y est, après la fleur, c'est passé à la tomate et que c'est sa première tomate sur quelque chose qui l'a fait pousser. On le voit que c'est un bonheur et que c'est de la réussite scolaire, mais de la réussite au jardin. Donc c'est... Et puis ça doit beaucoup le changer parce que quand même souvent ce qu'on dit aux enfants c'est ne mets surtout pas tes mains dans la terre, c'est sale, on dit toujours ça. À l'inverse, il y a des campagnes aux États-Unis où on entend dirt is good. Il y a même un livre qui est sorti sur le sujet qui dit que le fait de mettre les mains dans la terre, ça donne accès en fait à des bactéries qui sont positives et c'est même bon pour le système immunitaire. Bon, je sais pas si on peut aller jusque là, mais est-ce que vous c'est un préjugé que vous devez contrer dans votre discours par rapport à ce qu'entendent d'habitude les enfants? Le fait que la terre ce soit sale. Là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que c'est un préjugé qui est de toute façon construit, qui vient de ce que les parents leur disent, parce que quand on regarde un enfant, spontanément, de toute façon, il va le faire. Donc je pense que le meilleur comportement, c'est celui quand même qui naturellement vient, et donc quand on voit les enfants le faire, moi j'ai tendance à dire, laissons-les plutôt faire. Et là-dessus, il y a quand même une différence aussi entre les gens qui vivent à la campagne en général et ceux qui vivent en ville. À la campagne, j'ai l'impression qu'on ne peut pas y échapper de toute façon de mettre les mains dans la terre, donc les parents lâchent prise et se disent, je vais plutôt donner des affaires pour que ça soit adapté à lâcher prise, et ces affaires-là, c'est que les affaires pour être sales. En ville, on a besoin par contre de redire, oui, voilà, il faut se salir, on n'a pas peur de ça. Et là, les enfants, ils vont spontanément en fait. Après, ce qui est rigolo, c'est que par rapport à la tomate qu'ils découvrent, des choses comme ça, il y a tout le jeu avec les insectes qui est très intéressant, avec les vers de terre, où on le voit très bien que le ver de terre fait peur, par exemple au début en général, et au bout de 2-3 séances, ça devient quelque chose d'amusant, de fascinant, de comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'au début, ils n'osent pas forcément le toucher. Ils n'osent pas le toucher, et puis ça fait peur, c'est gluant, voilà, et donc voilà, au bout de 2-3 séances, même ça devient rigolo, et quand on a expliqué à quoi il sert, notamment le ver de terre, les gens deviennent hyper fiers d'en avoir une dans leur parcelle, les petits, ils nous disent, j'ai plein de vers de terre, donc c'est bien, oui, c'est bien. Et justement, par rapport aux règles que vous mettez ou non, toujours dans le reportage du Monde dont je parlais tout à l'heure et dont je mettrai un lien dans la newsletter, on voyait des enfants tout petits avec des outils assez lourds, parfois qu'on pourrait considérer comme dangereux. Est-ce que vous encouragez ça, vous, l'accès à des outils auxquels d'ordinaire les enfants n'ont pas forcément accès ? Alors nous, notre idée, c'est vraiment de dire on donne tout quasiment, mais on explique ce qui va se passer si c'est mal pris. Donc par exemple, tous les outils, que ce soit une bêche, une houe et tout ça, on va les donner aux enfants. Par contre, c'est la partie métal, c'est toujours la tête en bas. Et on pas au-dessus de la ceinture. On explique que aussi, c'est pas grave, si tu te la mets dans le pied, ça va faire mal, mais par contre, voilà, si tu te la mets dans le ventre, ça va faire très mal. Pareil pour le sécateur, après, on va chercher à la concentration de l'élève, qui regarde ce qu'il fait en permanence. Là-dessus, il y a toujours quand même une limite au lâcher prise. On fait attention quand même de pas aller tout ce qui est mécanique, notamment perceuse et tout ça, que chez des adolescents ou plus grands. Et puis après, les scies sauteuses et tout ça, il est hors de question qu'ils y touchent. Donc on va essayer de graduer aussi l'accès à ces outils en fonction de l'âge, mais tout en se disant que si de toute façon on n'apprend pas, on n'y arrive jamais. Donc il faut lâcher prise. Et puis souvent, on se blesse plus avec des choses non dangereuses que quelque chose de dangereux qu'on manipule avec précaution. Mais après, c'est des choses sur la logique, parce que par exemple, la terre, toucher la terre, le côté tactile, etc., c'est carrément sympa et il y a besoin de le faire. Par contre, en fonction de l'endroit où on jardine et de l'état aussi du sol et de éventuellement ce qu'on pourrait trouver comme mauvaise surprise dedans, on va prendre plus de précautions. Pareil, si on est peu d'encadrants, on va mettre peu d'outils à disposition pour que ça soit plus facile à regarder. On va mettre des distances entre les enfants aussi pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui peut mettre un coup d'outils, tout ça, et peut-être aussi des outils avec moins de manches pour que aussi il y ait moins de périmètre d'action de l'outil
outils. Donc des choses comme ça, des questions de bon sens qu'on va mettre en pratique. Après, pour le côté hygiène et toucher, etc., je pense qu'effectivement, on est vraiment devenu un monde aseptisé. Et en fait, le jardin à la française, on a vraiment même le vocabulaire des jardins à la française, c'était des vocabulaires issus du mobilier, des chambres, des couloirs, des rideaux, même des rideaux d'arbres, etc. Et on a tendance à considérer tout ce qui est, par exemple, herbe, comme de la moquette, et où ça devrait être nickel, et de se rendre compte qu'il y a de la vie dessous, qu'il y a des vers de terre, des choses comme ça. Il y a un petit temps de décalage entre se dire ah, c'est génial, mais il y a un petit temps de répulsion. Mais effectivement, d'apprendre que les feuilles mortes, c'est pas sale, que la terre, c'est pas sale, et que de rétablir qu'est-ce qui est vraiment sale et qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est vraiment dangereux et qu'est-ce qui l'est pas, c'est tout un travail aussi. Ils partent de où, justement, les enfants? On a le mythe de certains enfants qui ont jamais vu un légume pousser, qui pensent que ça pousse dans les supermarchés. Est-ce qu'ils sont plus au courant que ça? Est-ce qu'ils ont déjà manipulé des outils? En général, j'imagine qu'il y a beaucoup de différences, mais en général, vous êtes confrontés à quel type de public? Il y a des adultes qui ne savent pas aussi. Oui, Moi, j'ai eu un adulte vrai. végétarien, il n'avait aucune idée de à quoi ressemblait tel légume au départ. Et voilà, ça dépend des enfants. Ils n'ont vraiment pas du tout tous le même niveau et pas aussi tous le même intérêt. Et ce qui est bien avec le jardin, c'est que ça permet aussi d'aller un peu sur plein de niveaux et que le jardin, c'est aussi un lieu de jeu. Ça peut être un enfant juste qui a envie de se balancer dans un hamac, un autre qui a envie de lire une histoire au jardin. Il n'y a pas forcément tout le monde qui est passionné des graines et du fait que ça pousse, donc ça permet de faire des choses un petit peu sur différents niveaux et que chacun s'y retrouve et aussi développe des aptitudes qui sont personnelles. On part sur des choses, c'est pas forcément les meilleurs en classe qui auront le plus de connaissances en jardin ou d'aptitudes ou d'intérêt pour le jardin. Et des fois aussi ça fait des réussites autres ou des découvertes autres. Ça rechange les hiérarchies dans la classe, voilà. Ouais, du coup, là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que les élèves ont des connaissances de base qui sont assez diverses. Et en fait, on se rend compte qu'on pourrait avoir des clichés, notamment par rapport aux classes sociales et à leur accès à la nature, qui sont pas forcément les vrais, parce qu'on se rend compte, nous, qu'on a pas mal d'enfants originaires de l'immigration, qui notamment, de par leur retour au pays l'été, en fait, ont un contact des fois à la nature et à l'agriculture qui est beaucoup plus fort que d'autres élèves de milieux sociaux plus favorisés. Et donc, ce qui est très rigolo, après, c'est de surfer dessus et de se rendre compte que, voilà, y en a qui nous parlent d'espèces qui poussent dans leur pays. Et donc là, nous, on a essayé de faire pousser de la papaye, on a essayé de faire pousser du teff qui vient d'Éthiopie. Enfin, on essaye aussi de jouer là-dessus et de se dire, finalement, si jamais on tombe aussi dans le cliché, on ferait pousser que dans un jardin français de la patate, des tomates et tout, et on se couperait d'une part de la population qui ne mange pas ça, en fait, chez elle. Donc là, on essaie de faire pousser du taro, de l'igname, de jouer aussi sur cette multiculturalité au sens, agriculturel, quoi. Ça, c'est très intéressant de voir déjà qu'est-ce qu'on fait pousser, avec quel enfant, pourquoi. Et ça marche? Et ça marche. Une parenthèse, ouais, ça et marche. Ce qui est intéressant, même de toute façon pour nous, c'est de se rendre compte qu'on peut faire pousser de la patate douce, oui, en France. Donc on en voit de plus en plus en supermarché qui vient d'Israël ou de loin, mais il y a des producteurs en Val-de-Loire qui ont essayé, ça marche, et nous, on y arrive sur les toits parisiens. Donc c'est jouer avec les cultures. Et puis après, sur le côté hiérarchie, c'est quelque chose qui, au quotidien, est flagrant. C'est que là-dessus, on a besoin de pédagogie projet de plus en plus quand même pour montrer aux gens que tout le monde est capable de quelque chose. Et on s'en fiche qu'il y en ait certains qui n'arrivent pas en maths, il y en a qui n'arrivent pas en français, du moment que tout le monde arrive à quelque chose et que derrière on valorise les aptitudes de chacun. Et nous, on l'a vu avec une mare, par exemple, qu'on a créée au collège avec une classe de 6e sur un an. Celui qui est capable de calculer le volume de la mare, c'est pas celui qui est capable derrière de penser à comment on va la tracer au sol, quoi. Et ça, c'est très amusant de voir comment chacun est complémentaire. Et à l'heure où on stigmatise beaucoup et où on met notre société dans des cases, le jardin permet quand même, en général, de remettre tout le monde sur le même pied, quoi. Et vous pensez que ça peut inspirer les autres professeurs des établissements, par exemple? C'est inspirant. Après, on sait aussi à quel point il y a toujours des cadres et des difficultés dans un quotidien qui est quand même très prenant, avec des programmes scolaires et tout ça, à franchir ces caps-là, quoi. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire d'être en position d'accompagnateur ou de chemin faisant à côté, de changer le système. Ce qui est important, c'est de se connaître aussi en tant qu'enseignant ou parent ou animateur et de savoir en quoi on est compétent et d'arriver à créer du lien entre les domaines dans lesquels on est doué et
le jardin, parce qu'en fait le jardin c'est une palette de choses à découvrir tellement énorme qu'il n'y a pas besoin non plus d'être des pros. Enfin, je pense qu'il faut déconstruire le côté aussi, le jardin réservé à des initiés, à tout un tas de choses. C'est pas compliqué, on met une graine dans de la terre, on rajoute de l'eau, elle pousse. Bon, après plus ou moins bien, et puis ça dépend aussi des types de culture. Mais par contre, ça c'est bien de ce que les enseignants se jettent à l'eau en quelque sorte, en se disant que c'est pas si compliqué. Des fois, de voir une collègue ou quelqu'un se lancer, ils y vont. Parfait. Je vais vous proposer de mettre vos casques et d'écouter un son. C'est un extrait en fait du teaser d'un documentaire qui s'appelle Le potager de mon grand-père, qui a été réalisé par Martin Esposito en 2017. On écoute. J'ai 85 ans, hein. Et tu sais, Pichon. Bon, mais j'espère être là, ne t'inquiète pas. J'espère être là. Et je te transmettrai ma façon de cultiver. Regarde comment je fais, tu recopies. Comme le grand-père m'avait montré à l'époque. Ça fait 70 ans de ça. Voilà, donc c'était un extrait du teaser du documentaire Le potager de mon grand-père. Est-ce que vous l'avez vu, ce documentaire ? Oui. Moi, j'en ai un très bon souvenir, vous aussi, Simon. Oui, parce qu'il fait écho à plein de choses aussi personnelles dans ma trajectoire, mais puis qu'il est intéressant parce qu'il montre bien ce parallèle entre ce qu'on cherche à remettre en place aujourd'hui dans une agriculture, ce que certains ont enlevé il y a 40 ans et ce que c'est en fait les gens il y a 100 ans. Donc là-dessus, c'est beau de voir les allers-retours de notre société. Oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire de la transmission de savoir du jardinage par un grand-père à un petit-fils. Donc le petit-fils, c'est effectivement Martin Esposito, le réalisateur. Et donc je vous révèle pas tout ce qui se passe dans le film, mais il y a le réalisateur prend conscience en fait de tout le savoir et de toutes les c'est du savoir aussi concret. Donc parfois les semences les semences que son grand-père a hérité lui-même de son grand-père, etc. Est-ce que le renouveau du potager actuellement et tout ce que vous proposez vous comme activité avec les enfants, est-ce que ça peut justement participer à favoriser la transmission de savoirs qui sont menacés ou qui pourraient être perdus ? Menacé ou perdu, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça peut permettre de refaire du lien avec des vieilles générations qu'on a parquées dans des maisons de retraite et dont on oublie à quel point aujourd'hui ils ont des choses à nous transmettre. Je pense que ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la façon dont on met notre société dans des cases. Aujourd'hui, vous avez des instituts médicaux pour les personnes qui sont handicapées, vous avez des maisons de retraite pour les personnes âgées, enfin voilà, on est tous chacun dans une case. Et là où avant, dans un village rural, tout le monde aurait vécu dans les différents foyers et le fou du village mettait les mains dans la terre, la grand-mère mettait dans la terre, le grand-père sortait les vaches, tout le monde était ensemble et partageait ça en fait. Et donc quand on fait de l'intergénérationnel aujourd'hui, des fois ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on essaie juste de réparer quelque chose qu'on abîme au quotidien. Donc on en a besoin de cette transmission, mais elle n'est pas perdue non plus, quoi. Ce que je veux dire, c'est que dans certains milieux sociaux, en tout cas, notamment dans les villes, on est en train de redécouvrir le jardinage et certaines techniques. Et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont pas reçu de savoir de leurs parents et qui donc sont complètement coupées en fait et qui doivent tout apprendre dans des livres ou sur Internet, ce qui est bien. Mais le fait de transmettre avec des plus aînés, des plus âgés, ça permet aussi d'avoir accès à des savoirs. Vous confirmez cette idée-là ? Je me dis que le jardin, c'est beaucoup lié à l'affectif, au souvenir. Par exemple, on a envie de voir pousser des plantes qu'on avait vues pousser ailleurs et qui nous rappellent, etc. Le jardin, c'est pareil. Il y a beaucoup de transmissions et de souvenirs du potager. Moi, beaucoup le potager de ma grand-mère, de l'avoir vu, elle me montrait pas forcément beaucoup de choses, mais parce qu'elle me disait aller jouer, elle avait l'impression que c'était un peu une corvée, en fait, le jardin. Mais quand même, c'est resté ancré certaines choses. Le potager aussi de quand j'étais petite. Et pareil, je me dis qu'aussi il y a des choses, soit que leurs grands-parents leur montreront, et s'il n'y a pas des grands-parents qui ont un bout de terrain, et que nous, on soit aussi des passeurs. Après, peu importe ce qu'on devient, il est constitué de plein de rencontres et de temps. Nous, on fait partie de ces moments-là de découverte et d'apprentissage. Et par contre, c'est important, effectivement, de transmettre des choses, certainement des petites techniques qui sont en train de soit de devenir interdites, soit d'être en cours de disparition, donc de les transmettre, de veiller à ce que ça disparaisse pas. Il y a des choses, c'est pas grave si ça disparaît ou si ça se fait autrement. Et vous pensez à quoi comme technique, par exemple ?
Comme technique qu'on serait en train d'oublier, je pense pas à des choses liées aux enfants, je pense à tout ce qui est bouilleur de cru, etc. C'est pas de l'éducation, non mais tout ce qui est... j'ai pas d'exemple immédiat. Les purins, par exemple, qui sont menacés, les purins, oui, mais moi je connaissais personne qui faisait vraiment ça en appelant ça comme ça mijotait certainement dans un coin de jardin sans avoir vraiment... On a mis beaucoup de termes et de mots, j'ai l'impression, sur des choses qui se faisaient naturellement, des décoctions, il y en a tout le temps, est-ce que... Non, sur les savoirs, moi il y en a un qui me vient en tête, c'est par exemple l'usage de la faux. Aujourd'hui, en France, vous avez quasiment plus personne qui sait couper de l'herbe avec une faux. Et si jamais on enlève les débroussailleuses et les tondeuses demain, enfin qu'on n'a plus de pétrole, on a des espaces entiers qu'on ne saura plus entretenir. Je trouve ça très amusant en fait de se dire que là, sur ce truc-là précis, voilà, on aura un mal fou quand il n'y aura plus de pétrole à tondre les milliers de pelouses qu'on s'évertue à garder en moquette. Il y a des gens qui vont se faire mal au dos. Vous savez le faire ? Non. Et c'est un de mes regrets. J'aimerais bien apprendre à le faire avec quelqu'un qui sait le faire parce que le geste est tellement précis et joli que ça s'apprend, quoi. Mais je remarque que tous les deux, vous avez bénéficié des conseils de la génération de vos grands-parents pour le jardinage. Ça a l'air de vous avoir influencé tous les deux. Oui, complètement. Oui, grands-parents, parents, oncles et tantes. Enfin, il y a eu des transmissions de chacun et de chacune des techniques qui ne sont pas forcément les mêmes, quoi. Vous avez des souvenirs en particulier ? Moi, j'ai notamment un souvenir très précis d'un oncle qui sait planter les poireaux comme personne. Mon tonton Guy, qui est capable de planter des poireaux à une vitesse incroyable, parce qu'il a appris à le faire lui-même dans des contextes où il fallait produire du poireau rapidement. Et donc, en fait, là-dessus, on perd pas de temps comme on le fait aujourd'hui, à en planter un par un, à remettre de la terre. Non, c'est la botte est dans la main, on y va, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui fulminent parce qu'on a dit beaucoup de choses sur l'importance en fait qu'il y a d'apprendre et d'initier les enfants au jardinage, mais on a donné peu de conseils concrets jusque-là. Alors je vais vous demander comment on fait pour habiller, voire pour équiper les enfants, comment on choisit les activités, les initiations en fonction de leur âge et des saisons, quelles sont les astuces pour leur apprendre cette activité qui demande beaucoup de patience. Or, la patience, c'est pas toujours la qualité première des enfants. Comment on fait pour transmettre des connaissances ? Je sais qu'il y a des gens qui lisent des histoires où on met en scène le savoir qui va être utilisé après. Est-ce que vous pouvez me donner une liste comme ça de conseils pratiques à mettre en place ? En vêtements, en habillement, en équipement, moi je pense juste qu'il faut être à l'aise, que ça soit pas une corvée, toute une aventure d'aller au jardin comme si c'était quelque chose de très très compliqué. Moi quand j'étais petite, on avait les vêtements de jeu et puis on avait les vêtements un peu plus classe. Je pense que c'est bien d'avoir toujours des tenues qui craignent rien et de pas forcément être en bottes parce qu'on a chaud aux pieds, etc. Mais d'avoir des vieilles chaussures, des vieux pantalons, des vieux pulls, des vieux t-shirts et puis on y va et puis voilà. Et puis d'avoir des outils adapté à sa morphologie, de pas prendre des énormes arrosoirs qui pèsent un poids énorme quand on les transporte plein d'eau, d'avoir des petits outils, pas non plus des outils de camelote en plastique qui vont se tordre au premier, puis qu'on comprenne que quand même on fait du vrai jardinage, c'est pas non plus de la dinette, donc mais sinon en équipement en particulier, peut-être beaucoup de choses pour observer. En fait, je pense que déjà on peut passer énormément de temps au jardin à regarder les petites bêtes, à avoir des choses pour les voir en plus gros, pour les attraper sans leur faire de mal, apprendre à respecter le vivant, à soulever les feuilles, à voir ce qui est sous les pierres, à sentir, à colorier avec une plante, etc. Et juste déjà d'apprendre à observer. Il y a beaucoup de temps à passer juste en étant assis, en faisant des petits mondes, des petites maisons, des petites choses comme ça au jardin. Déjà, on s'assoit dedans, on y passe du temps et c'est déjà un bon premier pas. Ça peut être un herbier, par exemple, le cahier d'observation. Un herbier, mais les herbiers, des fois, ça a du mal à sécher correctement, etc. Il y a, par exemple, on peut prendre aussi des feuilles, mettre une feuille au-dessus et passer du pastel. Ça, il y a plein de personnes qui le font. C'est très, très simple. Et puis après, en profiter pour apprendre à savoir comment s'appelle la plante et puis écrire son nom dessus, faire une petite collection, etc. On peut aussi, si les parents utilisaient aussi les smartphones, pourquoi pas se faire un herbier photographique, aller faire une collection aussi des petites bêtes du jardin, de les prendre en photo, puis au fur et à mesure collectionner toutes les petites bêtes qu'on a dans le jardin. C'est pareil, si on est à l'aise avec autre chose, on peut en profiter, on peut faire de la musique aussi au jardin, le bois sec, ça fait vraiment au niveau percussion, il y a des choses très très sympas avec les tout petits, avec votre petite fille, faire des petits rythmes, des choses comme ça, de déjà sentir les petits aussi, ils sont ils ont un odorat plus développé, même limite les nouveau-nés, des fois ils sentent vraiment les odeurs, on les voit soit être attirés, soit répulsion, etc. Donc d'aller déjà sentir, toucher, etc.
etc. Il y a déjà pas mal de petites choses à faire sympa. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. On peut être au jardin avec un petit tapis au sol et être dans les odeurs et les bruits du jardin quand on est tout petit. On fait attention qu'il n'y ait pas trop de petites bêtes piquantes ou de choses comme ça, ou de choses dangereuses à attraper à proximité. Mais j'ai bien noté. Et non, par rapport à l'âge notamment, je pense souvent qu'on peut faire la même chose avec tout le monde. C'est-à-dire que semer une graine bouturée, vous pouvez le faire de 3 à 40 ans. Après, c'est ce qu'on va mettre derrière, en fait, qui va être intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que vient chercher la personne ou qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre avec ce moment-là. Donc, soit on peut transmettre juste de la poésie, de la magie, une plante, ça se multiplie autant qu'on veut. C'est quand même trop beau, c'est-à-dire qu'on peut en offrir autant qu'on veut quand on en possède. Et il y a tout ce côté déjà magique. Vous aurez des gens qui auront besoin de savoir que c'est de la multiplication cellulaire qui fait qu'on ne pourrait pas le faire avec le corps humain parce que les cellules animales ne se reproduisent pas comme les cellules végétales, etc. Donc en fait, on peut glisser tout un tas de petites choses comme ça derrière une même activité. Et après, par rapport à ce côté, quand même, on peut tous faire quelque chose. Moi, j'adore tout ce qui est sensoriel. Et j'aime beaucoup même les adultes leur faire fermer les yeux, en fait, dans le jardin. Et leur faire reprendre conscience de leur nez, de leurs oreilles, de ce qu'on oublie, en fait, souvent aussi dans notre rythme effréné en ville. Et là-dessus, vous avez des réactions très marrantes où vous faites fermer les yeux à des adultes, vous leur frottez une feuille de mélisse citronnée devant le nez. Il y en a qui vont vous dire « Ah, c'est un citronnier !» Et en fait, là, on retrouve la racine du citron, citronnelle, mélisse citronnée. Et effectivement, il y a cette odeur-là. Et voilà, ils auraient vu la plante, ils n'auraient pas osé dire ça. Mmh. Et en fait, par juste l'odeur, ils le disent. Et ça, c'est trop beau aussi de se rendre compte que voilà, nos sens nous disent des choses qu'on oublie souvent, quoi. Donc tout ça, c'est des choses assez immédiates qui peuvent permettre de justement résoudre le dilemme de la patience dont je parlais tout à l'heure. Oui, il faut pas avoir peur. La patience, on peut multiplier les choses en fait. Si l'élève ou l'enfant a envie de changer d'activité, on peut multiplier les choses à faire autour de nous dans un jardin. Il y avait plein de choses à voir, à toucher, etc. Puis après, la patience, elle vient des fois sur le plus long terme. Effectivement, là, c'est sur l'idée de gémir une graine. Le lendemain matin, on a très souvent qui reviennent dans leur parcelle qui disent c'est toujours pas bougé. Oui, non, on attend, ça va venir et puis on verra quand. Et là, de leur faire comprendre aussi que ça peut aller plus ou moins vite, qu'on peut jouer aussi avec la nature, ça c'est rigolo. De leur montrer que si jamais on met un bout de plastique dessus, il va faire plus chaud et donc ça va aller plus vite qu'à côté s'il fait froid. Il y a quand même un petit côté aussi amusant dans l'agriculture et le jardinage qui est la domestication de la nature et comment on arrive à l'apprivoiser et à en faire aussi quelque chose que nous on maîtrise, quoi. Il y a une part d'incertitude aussi, peut-être que la graine elle ne germera pas, malheureusement. Et ça, c'est le côté humilité que ça apporte qui est très intéressant, de se dire que voilà, on a beau, même quand on sait très bien jardiner, il y a des jours où ça marche pas. Et ça, c'est génial, ça veut dire que tout le monde peut, mais tout le monde peut aussi se tromper. Puis de gérer l'échec autrement, parce que c'est de se dire pourquoi ça n'a pas marché, comment je fais autrement, je réessaye et est-ce que ça marche. Et ça se décline après dans plein de domaines autres de la vie que le jardin. Et là, pour revenir aux activités qu'on peut faire, si on est en été, il y a des récoltes, si on est au printemps, il y a des semis. Là, on est au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement en plein hiver au potager avec des enfants ? Alors, il y a des récoltes et des semis aussi. C'est vrai. Moins, mais il y en a aussi. Moins, mais en fait, là-dessus, on a tendance à penser le calendrier comme quelque chose qui suit, mais en fait, on peut toujours tout faire, même des boutures, là, vous pouvez en lancer en ce moment, des boutures de figuier, de framboisier, toutes les boutures d'arbustes. Après, il y a tout le côté où, en ce moment, c'est un peu la fin de la beauté de la nature et en même temps le début du renouveau. Donc, regardez les feuilles qui se colorent, leur changement de couleur, et puis regardez au sol, ça commence à grouiller aussi, ça y est, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait une bouture de figuier ? Alors comment on fait une bouture de figuier ? C'est assez simple. Donc on prend un bout de rameau et on regarde qu'il y a à peu près 4 ou 5 yeux, donc les bourgeons, et vous en mettez, vous coupez. Il y en a 3 qui dépassent dessous la terre et normalement vous en faites 5 ou 6 dans un même pot, un peu de terreau, du sable, et au printemps vous aurez au moins 2 figuiers sur les 5, je vous le promets. Et 3 ans plus tard on mangera des figues, c'est ça ? Voilà, et sachant que les figues ça pousse très bien à Paris, contrairement à ce qu'on peut croire. Ok, parfait. On va essayer de faire tout ça. Pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que vous voulez bien conseiller aux gens qui nous écoutent soit un livre, un film, une BD ou même un album de musique qui touche au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai une très belle découverte d'hier soir. Du coup, ça s'appelle Les Grands Espaces de Catherine Meurice. C'est une BD qui vient de sortir et qui raconte comment ses parents ont décidé de partir de Paris et d'acheter une maison en Touraine, en Poitou-Charentes, où elle a vécu tout ce qu'on peut faire dans un jardin. Donc, elle a collectionné les crottes de brebis et les crottes de lapin. Elle a cultivé son potager, etc. Et j'ai l'impression qu'on y retrouve dedans un peu tout ce qu'on vit quand on a un jardin chez soi. Donc, ça peut être inspirant pour ceux qui voudraient en lancer un chez eux. Et en plus de ça, c'est très très joli, donc
Oh, génial, je ne connaissais pas, donc je vais aller découvrir ça. Et vous, Anne ? Alors moi j'en ai 2. Non, il y a évidemment le livre qu'on a coécrit, qui est la raison pour laquelle je suis ici. Donc le petit livre Jardiner au naturel avec les enfants, où il y a justement un calendrier un peu aussi des activités qu'on peut faire en tant que parent, en tant qu'animateur, etc. Un peu à toutes les saisons, des petits bricolages. Donc c'est plusieurs animateurs jardin qui l'ont coécrit, en mettant un petit peu ce qu'ils avaient testé, en mettant un peu leur sensibilité chacun. Et juste je pensais à un autre petit livre, parce que tout à l'heure on parlait du temps que ça met à pousser. Il y a Christian Volz, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un illustrateur pour enfants complètement génial, qui fait des illustrations souvent très récup, avec des petits objets récup, etc. Et ça s'appelle Tout pousse, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait rechercher, il y en a un sur le cycle de la vie. D'accord. Avec un grand-père justement au jardin, et le côté il reste une trace des gens qu'on a eu avec nous dans le jardin, parce que c'est un peu comme si ils étaient avec nous quand on jardine. Et il y en a un autre avec une plante qui met très très longtemps, beaucoup de pages à pousser, à sortir, mais on la voit évoluer sous terre, et en fait c'est toute la partie qu'on voit pas qui est en train de grandir. Et ces 2 petits albums pour enfants, ils sont vraiment très très sympas autour du jardin avec les tout petits. Voilà. Eh bien, merci pour ce conseil. Je vais aussi essayer d'aller découvrir ça. Merci vraiment à tous les deux pour donc vos conseils et puis pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous qui avez écouté ce programme. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, cultivez bien. Binge Audio.